Caroline Legleut à la librairie Le Fayère à Rennes. Aujourd'hui, vous avez rendez-vous avec Tiffany Tavernier et Sabine Vespizer. Tiffany Tavernier est scénariste et réalisatrice. Également romancière, elle est très remarquée lors de la sortie de Roissy, ou l'improbable histoire d'une femme au cœur d'un aéroport qui ne semble aller et venir de nulle part. Nous la retrouvons aux éditions Sabine Vespizer où elle publie L'Ami. Le monde de Thierry s'effondre le jour où Guy, son meilleur ami, est arrêté pour meurtre. Puissant, viril et percutant. Depuis 2002, Sabine Vespizer édite des ouvrages de littérature française et étrangère. Remarquable dans les rayons des librairies, chez Le Fayère, on aime les livres, l'objet livre de Sabine Vespizer. Il se distingue par une apparente sobriété graphique piquée de couleurs flash qui surligne les titres. Chic et pop, format que l'on garde en mémoire. Bonjour et bienvenue dans ce podcast de la librairie Le Fayère réalisé par Arnaud Vasmer, aujourd'hui à la rencontre d'une autrice et de son éditrice autour d'une histoire d'un ami qui va se révéler bien différent de celui que l'on imaginait. Bonjour Tiffany Tavernier. Bonjour. L'ami, c'est le titre du roman que vous avez publié aux éditions Sabine Vespizer qui nous rejoindra dans la seconde partie pour qu'elle nous raconte comment elle a travaillé avec vous et puis explorer ce qu'est sa maison d'édition. On va débuter avec vous pour découvrir justement votre roman L'Ami, dans lequel vous racontez deux couples de voisins devenus amis presque par défaut, en tout cas dans cette géographie, ils sont les seuls à l'habiter. Et un jour, la gendarmerie et le GIGN débarquent pour embarquer l'un des couples. Mais celui que vous racontez, ce n'est pas celui-ci, c'est le couple d'à côté. C'est le couple qui est formé par Thierry, qui répare des machines dans une usine et qui va, avec sa compagne, revisiter leur relation avec comme nouvelle information, donc celle de la raison de l'arrestation. Comment est né Tiffany Tavernier, ce roman justement qui raconte pas celui chez qui se passe énormément de choses, mais le voisin d'un côté qui est impacté et qui est complètement influencé, qui voit sa vie percutée par ce qui s'est passé à côté de chez lui. Vous avez prononcé je crois le mot l'à côté. J'aime beaucoup ça, comme par exemple dans Une journée particulière, ce film admirable. On est aussi dans un à côté de l'histoire, par la petite fenêtre. Et là, justement, j'aime pas m'intéresser à un meurtrier. C'est pas là où mon intérêt ou ma curiosité est titillée. Et je suis beaucoup plus intéressée et questionnée, interrogée par la personne qui finalement a été complice sans le savoir et qui s'est retrouvée amalgamée, embarquée dans une histoire ultra violente qui est celle d'une amitié qui semblait tout à fait banale, ordinaire, sympathique, une amitié de voisinage et un peu plus pour Thierry quand même. Et soudain, c'est un fracas absolu, une vérité insoupçonnable, insoupçonnée, qui rejaillit. Et c'est là où ça m'intéresse. C'est qu'est-ce que soudain, cette nouvelle réalité, ce fracas, cet aveuglement, cette révélation, Oui. C'est vraiment une révélation, va transformer ou va décimer dans la vie de Thierry. Vous avez parlé, Tiffany Tavernier, du fait que l'amitié que Thierry entretenait avec son voisin, c'était un peu plus qu'une amitié, il y avait quelque chose entre eux. J'aimerais que vous nous définissiez quelle est cette amitié, notamment pour cet homme, Thierry, qui va se voir reprocher plutôt son côté solitaire. Même la DRH de son usine va lui reprocher de ne pas se syndiquer, preuve de son manque d'intégration, en tout cas son manque d'intérêt pour le collectif et pour les autres. Oui, moi je voulais quelqu'un de très solitaire, je voulais raconter l'amitié de deux hommes. Et Thierry, c'est un homme de silence, c'est un homme des mains, c'est un travailleur, c'est lui qui répare, mais avec ses mains, les machines. Il a une sorte d'autonomie d'existence et d'émotion. Il n'a pas besoin, en tout cas, il a l'impression de ne pas avoir besoin de raconter. Il a l'impression que ses émotions transparaissent. Il est entièrement, replié sur lui-même, dans sa rêverie, dans ses songes, dans sa relation au monde. Et il y a cette amitié de lui à l'autre qui est le voisin, mais qui est une amitié d'outils, assez masculine, une amitié aussi, une complicité à l'endroit des insectes, qui n'a pas besoin d'être nourrie par beaucoup de mots, mais plus par de l'observation, par une sorte de tactilité même, d'échange qui va
du coup, d'ailleurs, à l'aune de ce qu'il va découvrir sur cet ami, qui se révèle être tout de même un monstre, eh ben c'est encore plus impressionnant. Parce que c'était une amitié où il n'y avait pas beaucoup justement de confidences, d'aveux. C'est pas une amitié féminine où on se raconte, où on se dit, où on se déterre quelque part. D'ailleurs, il s'aperçoit, hein, leurs voisins ne recevaient quasiment personne et de la vie d'avant et de la vie ordinaire de leurs voisins, ils ne savaient presque rien. Oui, Thierry, ça, c'est pas là où il n'a pas ce genre de terrain de questionnement. Lui, il a pris son voisin tel qu'il était, ce voisin. Et puis peu à peu s'est tissé ce lien autour de la maison qu'ils ont construit, que lui a retapé, et puis de cette observation effectivement de la nature. Et j'aimais bien entrer dans ce silence. Et j'aimais bien entrer dans ce pot à pot, dans une complicité finalement, une amitié très puissante quelque part, qui va imploser, qui va littéralement vivre un effondrement, un fracas total. Et c'est parce que c'était la seule amitié, Tiffany Tavernier, qu'avait Thierry, qui va faire que ça va complètement imploser chez lui. Oui, en quelque sorte. Je pense que déjà chez quelqu'un qui même avait, même si je prends quelqu'un qui avait beaucoup d'amis, quand on se rend compte, j'imagine, je me suis mis dans cette position, évidemment, d'imaginer qu'un de mes amis avait commis le pire et que je n'avais rien vu. Déjà, c'est énorme, même si j'ai 10, 20 amis. Mais alors là, je concentre évidemment l'implosion parce que Thierry, il n'a que lui. Thierry, c'est un homme de l'habitude. C'est un homme du rituel, c'est un homme de la fidélité. Il a peu. Sa géographie, elle est assez étroite et en même temps très profonde. Il y a peu de gens qui entrent dans le cercle de l'intimité. Et donc, voilà, par un peu, comme vous l'avez dit, parce que ça s'est passé comme ça, Guy est entré dans ce cercle-là. C'est un cercle très intime, où il y a déjà sa femme, il y avait son chien, et il y avait son fils. Fils qui est parti au Vietnam, donc on renforce le côté isolé. Oui, il y a quelque chose de l'isolement, mais c'est un isolement où il se sent bien. Moi, j'aime bien dans mes romans, les personnages ils sont assis sur une vie, sur des fondations très tranquilles, très apaisées, où les repères sont très visibles. Et puis, tout d'un coup, il se passe quelque chose, et là pour Thierry, c'est cette arrestation, c'est déjà le cri strident des sirènes, le vrombissement des voitures, c'est un fracas. Et j'aime explorer qu'est-ce qui se passe dans nos vies quand tout d'un coup vole en éclats et tous les repères, tout ce qu'on a mis en place n'a plus de raison d'être. C'est l'impuissance à laquelle vous avez confronté votre personnage, que vous l'avez dit, hein, Thierry, il est réparateur de machines dans une usine. C'est-à-dire que son travail consiste à justement faire en sorte que ça remarche, que ça refonctionne. Et là, vous le confrontez à une impuissance totale. Il y a des gendarmes qui viennent chez lui, d'abord pendant l'arrestation, pour le protéger, puis ensuite pour l'interroger, mais il lui donne pas les éléments de compréhension pour réparer sa propre vie à lui. Oui, ça c'est une autre chose, c'est l'impuissance, oui. L'impuissance. On nous donne tellement l'impression d'être puissant, on se rend compte avec ce virus qu'on ne l'est pas, mais on est quand même dans une sorte de... Il y a quelque chose dans notre civilisation, dans l'Occident, la toute-puissance. Et j'aime, ça c'est vrai aussi, c'est que la question là de cette trahison et de cet aveuglement, ou en tout cas, on ne sait même pas si c'est une trahison, en tous les cas de l'autre et de l'altérité qui soudain se révèle être quelqu'un qu'on n'a absolument pas imaginé et qui se révèle et qui nous montre de lui une face terrible. On peut vivre dans des ruptures amoureuses, ou on peut vivre même dans des ruptures à des échelles beaucoup moins importantes. Là, c'est vraiment l'échelle maximale. Personne ne peut répondre à cette question. Il n'y a pas de psy, il n'y a pas une école dans la société, il n'y a pas quelqu'un qui vient vous dire bon bah moi j'ai la réponse à cette question. Il n'y a pas de réponse, il y a juste des gens qui vont vous taper sur l'épaule et qui vont vous dire c'est terrible, tu n'as pas vu, ou quelqu'un d'autre qui va lui dire comment t'as fait pour pas voir, qui sont les deux possibilités. Et qui le travaille complètement, parce que lui et sa femme, Thierry et sa femme, sont complètement travaillés par la question de la culpabilité. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec leurs voisins qu'ils auraient pu faire autrement s'ils avaient su exactement ce qui se passait dans leur maison? Ah bah c'est là où voilà, la culpabilité, parce que il n'y a pas de réponse, et après on revisite l'intégralité de son existence et on essaye de trouver des réponses, on essaye de trouver une explication, on essaye de trouver quelque chose. Or en face c'est la ténèbre.
c'est la ténèbre la plus absolue, c'est le mal absolu. Hein. C'est comme pour moi, on est sur l'anéantissement total. Et donc, qu'est-ce que nous sommes qu'est-ce que c'est qu'un type ordinaire face à l'anéantissement total? C'est quelqu'un dont la vie lui échappe totalement, parce que vous racontez aussi la manière dont les médias viennent le presser pour avoir justement les questions que vous avez posées. Qu'est-ce que vous saviez des voisins? Qu'est-ce que vous avez pu faire avec eux? Alors, la vie lui échappe. Dans une première partie, tout littéralement vole en éclats. Après, même son couple, tout. Après, finalement, ça, ce n'est qu'une première partie pour moi. La question, au fait, c'est là où le néant, la ténèbre, qu'est-ce qu'elle révèle de vous-même? Qu'est-ce qu'elle vient déclarer finalement de vous-même? Et c'est là où Thierry, tout d'un coup, qui est un type banal, qui est beau dans sa façon d'être, moi je trouve, c'est un type silencieux, fidèle, il aime sa femme. Bon, il a des, on va s'apercevoir quand même. Il a des trous, mais pas visibles, pas forcément si visibles que cela. Et qu'est-ce que soudain cette ténèbre de l'en face va faire surgir de lui? Ça, c'est vraiment une question fondatrice. Vous la complexifiez, cette question, Tiffany Tavernier, par le fait que lui et sa femme ne vivent pas de la même manière ce qui se passe. C'est-à-dire qu'elle, elle ne pense se réparer qu'ailleurs, et lui veut absolument rester ici. Oui, parce que je pense que c'est un roman sur l'altérité. Moi, ça me fascine. Il y a quelque chose, quand on rejoint le ressenti, la question de l'autre, elle est immense parce que chaque personne est en soi une géographie, une île, un monde entier de ressenti et qui est à chaque fois totalement autre et totalement divergent. Et c'est incroyable. Il y a quelque chose de miraculeux ici et de terrible. C'est à la fois tragique et à la fois magnifique. C'est-à-dire qu'effectivement, face à un couple qui s'aime depuis 30 ans, qui vit, qui a eu un enfant, soudain face justement à cette ténèbre de l'eau, du voisin, eh bien, entre eux, il y a un écart énorme. Et il y a voilà, moi j'aime bien travailler les écarts entre les gens, et les écarts de mes personnages d'eux-mêmes à eux-mêmes, mais aussi tous ces écarts dont en fait tous nous sommes tissés et en même temps séparés. Parce que c'est de ces écarts-là que le roman surgit, pour moi. C'est de cette distance-là. Alors je vais faire l'inverse, je vais vous rapprocher, puisque dans ces podcasts avec la librairie Le Fayère, on s'intéresse évidemment aussi à la relation des auteurs avec les personnes qui sont leurs éditeurs ici. Donc Sabine Vespiesser, c'est le deuxième roman que vous publiez chez elle, après Roissy. Pourquoi est-ce à elle que vous avez adressé ce nouveau texte? C'est une rencontre, c'est souvent une rencontre, un auteur, une éditrice. Là, ça a été assez miraculeux. Je pense ne pas avoir le temps de pouvoir tout raconter, si ce n'est tout de même que là, pour le coup, le destin a joué un énorme coup de dé et m'a offert cette rencontre de façon assez somptueuse, il faut dire. Et ça a matché de façon, on peut le dire les choses comme ça. C'est-à-dire que ça fait depuis des années que je cherche un éditeur qui puisse entendre ce que je suis au fait et ce que je suis en train de devenir aussi. Hein. C'est très important, la question du devenir. Moi, je me sens pas forcément très française dans mon écriture et dans mes recherches. J'ai énormément voyagé. Je suis passée par d'autres... Mais j'ai jamais rencontré quelqu'un, je me suis jamais sentie parfaitement entendue ou comprise. Il y avait toujours ce problème d'écart. Et avec Sabine Vespizer, avec Sabine, je peux dire tout court quand même, eh bien il y a cet archipel-là, total, un îlot de à la fois de recherche de langue, qui est très très importante pour moi, et en même temps une ouverture absolue internationale. Donc une géographie internationale, donc une capacité d'intégrer, d'ingérer un souffle, une épique, une tragédie et une intimité en même temps, qui est très rare au fait chez un éditeur. Et moi, je sais que ça va m'apprendre beaucoup de choses et qu'avec Sabine, déjà, j'intègre, c'est un panthéon, on n'a pas besoin d'en faire de la pub, mais j'intègre plus qu'une édition, une amitié et puis éventuellement pour mon écriture,
une école. Parce qu'elle a édité des gens qui m'ont nourri et qui sont en train de me nourrir. Donc c'est très important. Un éditeur, c'est pas juste un endroit à un moment donné pour moi. Ça s'inscrit dans une histoire. C'était vraiment une histoire d'écriture, une histoire d'amitié. Ça, c'est très important. Et je me dis, voilà, je suis, de notre relation, mes livres vont grandir. Mon écriture va grandir. C'est extrêmement important pour moi. Voilà, on n'est pas juste dans du faire. On est dans du devenir et du travail, d'inspiration voilà. Ça veut dire qu'entre vous, le texte a pas mal circulé, il s'est pas mal transformé? Alors, non, j'ai donné le texte quand j'ai senti qu'il était prêt. Et là, il y a eu un aller-retour sur des points très précis qui étaient justes. Notamment, il y a un chapitre qui a été, à un moment donné, il y a eu un chapitre et puis un texte où j'étais moins sûre et elle m'a tout de suite, l'œil de Sabine était très rapide. Moi, je suis quelqu'un de assez rapide aussi. Je sais quand, au fait, quelqu'un me donne, et ça c'est bien aussi, quand quelqu'un me donne une indication, me dit non, là ça va pas, j'ai pas besoin de beaucoup de temps pour comprendre si effectivement ce qu'on me dit est juste ou pas. Et Sabine tape très juste. Ça aussi, c'est important. Donc, effectivement, on a balancé un chapitre et pour de très bonnes raisons. Et puis un texte qui était moyen finalement, qui était inséré. Moi, je m'étais arraché les cheveux pour l'écrire. Donc, on y tient toujours à ce genre de truc. Forcément. Mais il n'était pas très bon. Et donc là, il faut avoir de l'humour. Mais il a fallu, oui, on n'a pas beaucoup bossé, mais sur Roissy aussi, on a travaillé la fin. Voilà, et ben on peut découvrir Roissy, puis donc L'Ami, votre nouveau roman paru aux éditions Sabine Vespieser qui va nous rejoindre dans un instant. Merci beaucoup, Tiffany Tavernier. Merci à vous. Merci beaucoup pour votre travail. Poursuivons notre podcast de la librairie Le Fayeur en votre compagnie à Sabine Vespieser. Bonjour. Bonjour. C'est vous donc qui éditez L'Ami, le nouveau roman de Tiffany Tavernier que nous venons d'entendre. Elle nous a raconté également comment vous avez travaillé ensemble et aussi comment vous vous êtes rencontrés. Elle a dit que ça avait tout de suite matché. Racontez-nous votre version de l'histoire. Mais c'est la même, heureusement. C'est toujours très triste quand dans les histoires de rencontres, on a le blanc et le noir. Non, là, c'est absolument la même. C'est-à-dire que de manière assez exceptionnelle, j'ai d'abord rencontré Tiffany avant de rencontrer son texte. Ce qui en général n'est pas le cas. Quand on est éditeur, on rencontre un texte d'abord et l'auteur ensuite. Et il se trouve que j'ai une manière d'aimer les textes qui font que je n'ai jamais, je crois, été déçue par la personnalité de l'auteur que je découvrais après avoir lu son texte. Parce que j'aime dans un texte qu'il y ait une vérité de l'écriture, un souffle, une énergie, une sincérité, on peut le dire comme ça, qui est en général le reflet de la personne qui l'écrit. Et là, ça a été à l'inverse. J'ai d'abord rencontré Tiffany à un festival de cinéma à Lyon. J'ai rencontré cette jeune femme pétulante devant une machine à café un matin qui me dit « J'adore ce que vous faites ». Il était 8h du matin, je m'étais couchée à 2h après plein de projections. Et elle me dit, voilà, je m'appelle Tiffany Tavernier. Et on sympathise. On se retrouve le soir à dîner, on sympathise. Je lui demande ce qu'elle fait. Elle me dit, je suis en train d'écrire un livre sur Roissy, je vais l'envoyer à mon éditeur. Et là, moi qui suis pas envieuse en général et qui déteste, me servir dans le catalogue des autres, ce que je trouve très disgracieux, je me dis, tiens, dommage. Bon, voilà. Et puis, on se dit, on va se revoir. Et en effet, 15 jours plus tard, je reçois un message de Tiffany, un peu gênée, me disant voilà, mais écoutez, quand je vous ai rencontré, n'y voyez aucun calcul de ma part, je n'avais pas du tout l'intention de vous séduire entre guillemets pour vous envoyer un manuscrit, mais il se trouve que mon éditeur habituel n'a pas accepté mon manuscrit. Là, je me dis chouette, acceptez-vous de le lire? Et je lui dis oui, bien sûr, je reçois le manuscrit de Roissy. Et là, il y a eu une rencontre extraordinaire parce que pour moi,
Évidemment, la vraie rencontre, c'est une rencontre avec un texte, c'est une rencontre avec une écriture. Et Tiffany, de toute évidence, maîtrise le métier de l'écriture. Vous savez, on parle beaucoup de métier d'écrivain. Pour moi, le métier de l'écrivain, c'est juste de savoir maîtriser une phrase, un paragraphe, un chapitre et la structure d'un roman. Et ça, c'était admirablement fait dans le travail de Tiffany. Et vous vous y retrouviez aussi dans Roissy puis ensuite dans l'Ami, parce que ce qu'elle disait tout à l'heure était important, c'est qu'en intégrant votre maison d'édition, elle s'inscrivait finalement dans les littératures que vous publiez. C'est-à-dire qu'il y avait une cohérence. J'aime beaucoup ce que disait Tiffany tout à l'heure sur la question de l'international et sur la question de l'ouverture. Je trouve que je suis née sur une frontière et que je crois que ça a été tout à fait déterminant dans ma vie parce que je suis extrêmement intéressée par justement par la manière dont les réalités se pensent et s'écrivent dans d'autres territoires que les nôtres, dans d'autres langues. Donc ce catalogue, en effet, est ouvert. O'Brien, donc on se promène un peu. On prend des avions là où on ne peut pas en prendre actuellement. Voilà, on prend des avions virtuels. On va beaucoup en Irlande dans mon catalogue, c'est vrai. On va beaucoup suivre des femmes fortes en Irlande. Edna O'Brien, Nuala O'Fallon, Claire Keegan, enfin voilà. Mais on va ailleurs aussi. Et puis on va aussi dans mon catalogue beaucoup dans des territoires où s'écrit la langue française. Haïti, voilà. Yannick Linhas, Louis-Philippe d'Alembert. Absolument. Je vois que vous maîtrisez mon catalogue sur le bout des doigts. Il faut dire quand même que vous envoyez régulièrement vos auteurs à la librairie Le Fayère. Avec grande joie. Donc ça m'intéresse. Et ce que j'ai retrouvé dans l'écriture de Tiffany, c'était cette ouverture-là. Il était tout à fait inutile qu'elle me dise qu'elle avait beaucoup voyagé. Ça se lit, ça s'entend dans sa phrase. Ça s'entend dans l'ouverture de sa phrase et dans la largeur de spectre stylistique qu'elle maîtrise. Quand vous lisez L'Ami, vous avez des passages extrêmement lyriques, vous avez des passages extrêmement factuels, et vous avez quelqu'un qui sait parfaitement ce qu'elle fait. Et ça, pour moi, c'est le plaisir de l'écriture, de l'édition, pardon, c'est de me trouver confrontée à une écriture qui m'apprend, et à un écrivain qui réagit très rapidement quand je fais mon travail d'éditeur acupuncteur, c'est-à-dire que voilà, je lis et je me dis tiens, là il y a un petit nœud là, il y a un truc qui cloche. Et quand je le dis à Tiffany, elle me dit ouais, j'ai essayé mais je savais que ça passerait pas, que tu le verrais. Voilà. Donc voilà, ça j'aime bien. Le fameux texte sur lequel elle a soufflé, c'est voilà, ça. le fameux texte, c'est ça. Et en même temps, je crois qu'une relation d'auteur à éditeur est réciproquement ne peut tenir sur le long terme que quand il y a un respect infini. Or, moi, je ne suis pas animatrice d'atelier d'écriture, psychothérapeute, ni mère de substitution. Mon matériau de départ, c'est le texte. Et quand ce texte force absolument mon admiration, la relation se construit, évidemment. La relation se construit dans le désir et dans l'attente. Et il y a une amitié qui se noue, dont la base est le texte, et qui, évidemment, une amitié se noue parce qu'on gagne un temps fou. Il n'y a pas de lieu plus intime que le texte écrit par quelqu'un pour le connaître. Oui, mais vous parlez d'amitié, Sabine Vespieser. C'est pas toujours simple de dire à un ami ou à une amie que telle partie du texte, il faut le changer, il faut le corriger. C'est là qu'on peut parler d'amitié particulière. C'est-à-dire qu'avec un auteur digne de ce nom, il sait très bien qu'un éditeur est double. Hubert Nissen, qui m'a formé à l'édition, a écrit une série de livres qui s'appelle L'éditeur et son double. Mais quand je parle à Tiffany et quand nous déjeunons ensemble, nous sommes amis. Dès que le texte est entre nous, nous sommes au travail. Nous parlons travail, comme dirait Philippe Roth. Et évidemment, les quelques auteurs avec qui j'ai des vraies relations d'amitié, et Tiffany en est, ce sont ceux qui savent faire la part de ce double aspect de la personnalité de l'éditeur. Je dirais même plus, c'est-à-dire que si, à un moment donné, le sentiment d'amitié peut devenir une entrave à la confiance que l'auteur éprouve, dans la mesure où, à un moment donné, un auteur peut se dire « Ah, mais t'oseras jamais me dire que c'est pas bon puisque tu m'aimes bien. » Mais non, puisque professionnellement, nous sommes sur le même bateau. Il se trouve que je publie 10 livres par an. Je ne peux pas me payer le luxe de publier des livres par complaisance, par amitié, pour avoir un joli nom dans mon catalogue, en sachant que de toute façon, c'est pas grave, j'en ai 40 ce mois-ci, s'il y en a un qui marche moins bien, c'est pas grave. Pour moi, tous les livres sont importants.
Je ne dis pas que, évidemment, tous les livres peuvent avoir le même potentiel, mais tous les livres sont importants. Et je déploierai une énergie semblable, et mon équipe déploiera une énergie semblable pour tous les livres, pour qu'ils rencontrent leur public. Et ça, évidemment, c'est à moi d'évaluer la largeur du cercle que peut atteindre un livre quand je le choisis. 10 livres par an, avez-vous dit, depuis 2002. C'est la date de création de votre maison d'édition Sabine Vespieser. Comment est-ce que votre ligne éditoriale aurait évolué depuis 2002, selon vous ? C'est une question à laquelle je suis incapable de répondre, dans la mesure où ma ligne éditoriale, c'est mon portrait chinois. Donc ça serait très gênant pour moi de vous dire « oui, mais j'aime ceci, j'aime cela, etc. » J'aime beaucoup quand mes auteurs parlent de mon catalogue. Je peux vous dire ce que répond Michel Lèbre. Elle dit « je suis bien dans ce catalogue » parce qu'il y a toujours un sentiment de rébellion et un sentiment d'ouverture, ce que vient de dire Tiffany du reste. Voilà, mais ma ligne éditoriale, ce qui a pu évoluer, c'est ma manière, c'est mon exigence. C'est mon exigence, évidemment. C'est que avoir la confiance d'auteurs tels que les miens et d'auteurs en général oblige à ne pas faire entrer dans le catalogue des écrivains qui n'auraient pas leur niveau, et oblige aussi à être avec eux de plus en plus exigeants. Donc je suis très casse-pied comme éditeur, n'est-ce pas Tiffany ? Mais je pense que c'est aussi mon travail que de pousser un auteur dans tous ses retranchements et de faire en sorte que l'auteur lui-même n'ait pas le regret de l'ultime lecture qui aurait pu apporter quelque chose de plus à son texte. Il faut aller au bout du bout. Et comment vous savez justement que vous l'avez atteint, ce bout ? Comment vous sentez que le texte que vous avez sous les yeux, ça y est, c'est le moment qu'il devienne un objet et qu'il soit lu par un public ? Vous êtes lecteur, vous savez bien quand un texte est fini, enfin quand vous êtes enthousiaste, ouais. Voilà, vous le savez bien. Enfin, et quand je suis lectrice, et je lis beaucoup, évidemment, enfin, je veux dire, je vais beaucoup en librairie, enfin, en temps normal, et donc j'achète beaucoup de livres, je lis beaucoup de littérature contemporaine, j'ai lu beaucoup de littérature classique, c'est ma formation, et donc éditer, c'est un exercice d'admiration. Forcément, enfin, la question de l'aboutissement est fondamentale. Est-ce que vous considérez de la même manière vos livres écrits en langue française et ceux qui sont des traductions ? Parce que là, votre activité d'éditrice, Sabine Vespieser, n'est pas la même quand vous publiez Edna O'Brien ou toutes les Irlandaises. Le texte, il existe déjà dans Bien votre sûr, langue. Le texte existe déjà. En revanche, la traduction est à lire et à relire. Voilà. Donc, je choisis les traducteurs et je suis évidemment très attachée à ce qu'un traducteur puisse être fidèle à un auteur. C'est pas toujours possible pour des questions de disponibilité, mais regardez le couple de traducteurs que forme Edna O'Brien avec Pierre-Emmanuel Dauzat, et maintenant la compagne en traduction et dans la vie de Pierre-Emmanuel, Aude de Saint-Loup. C'est absolument formidable. C'est-à-dire que il y a une osmose, il y a une complémentarité, il y a une manière de retranscrire quelque chose qui est au-delà des mots. Et ça, c'est extrêmement important, évidemment. Nous sommes ici dans votre bureau et on s'aperçoit, mais pour ceux qui ne le savaient pas encore, que tous les livres se ressemblent, en tous les cas, qu'ils appartiennent à une même esthétique en tant qu'objet. Ils ont un format qui leur ressemble, une typographie qui leur ressemble, une manière de surligner les noms des auteurs et les titres aussi qui se font écho les uns avec les autres. C'est aussi une partie de votre identité que vous affirmez ainsi par la dimension visuelle. Comment vous l'avez choisi ? Parce que ça se repère aussi, ça attire le regard du futur lecteur. Comment je l'ai choisi ? Alors là, évidemment, c'est pas moi qui ai la signature graphique de cette maison, c'est Isabelle Mariana, qui est une amie graphiste avec qui j'ai travaillé longtemps chez Actes Sud. Et le jour où j'ai créé ma propre maison, c'était évidemment à elle que j'allais demander d'inventer quelque chose, parce que j'ai toujours aimé à la fois son inventivité, sa fantaisie, et à la fois sa rigueur. Donc, l'idée de départ, c'était une couverture typographique. Une couverture typographique en disant que souvent les images sont mensongères, mais que la couverture typographique promettait un texte. Et ce qui était important, c'était à l'intérieur. Et que la typographie, c'est aussi la forme d'un livre. Je parlais du Bernissen tout à l'heure. Son mantra que j'ai repris à mon compte, c'est la forme produit du sens. C'est vrai stylistiquement dans l'écriture, c'est vrai aussi dans la manière dont
nous nous présentons au monde par la manière dont nous habillons, nous emménageons nos maisons et voilà, par l'aspect que prennent les livres. Donc là, le brief de départ pour parler français à Isabelle, Mariana, la graphiste, c'était Bauhaus, constructivisme russe. Donc c'est cette école de la rigueur et en même temps cette école de la beauté graphique d'une certaine manière. Et elle a eu cette idée qui continue de m'enchanter, et c'est vrai que maintenant nous sommes dans nos nouveaux bureaux, j'ai face à moi beaucoup de couvertures, et 20 ans après, je ne me lasse pas de voir ces cartouches de couleurs différentes pour chaque livre, avec la rigueur du cadre et la rigueur du logo qui est presque en transparence. Donc là, elle a eu une idée formidable qui tient dans le temps. C'est rare ça, hein, qu'il n'y ait pas besoin de rechanger ou de se remettre au goût du jour. C'était vraiment le but, et quand Tiffany parlait tout à l'heure de la maison, j'aimais beaucoup la manière dont elle soulignait à la fois le rapport au lieu, un endroit où on est stimulé, et le rapport au temps, le rapport sur le long terme. Et ces couvertures, elles disent ça. C'est une maison d'édition, donc c'est un lieu où des auteurs se retrouvent et où des lecteurs sont invités à les retrouver. Et puis, c'est un rapport au temps aussi. C'est-à-dire que graphiquement, matériellement, ce que je souhaite faire, c'est que dans 20 ans, quand on publiera le 15e livre de Tiffany, eh bien, le premier livre de Tiffany Roissy dans mon catalogue n'aura pas à rougir, si je puis dire, c'est-à-dire n'aura pas un papier tout jauni, gondolé, des pages à moitié arrachées. C'est-à-dire qu'il y a aussi dans le choix des matériaux de ces livres-là une volonté de pérennité et de s'inscrire sur le long terme, clairement. Et voilà, en attendant le 15e livre, on peut lire les 2 premiers qu'elle a publiés chez vous, Roissy, puis donc l'ami de Tiffany Tavernier, Sabine Vespiesser. Merci beaucoup. Merci à vous beaucoup. C'était un podcast réalisé par Arnaud Vasmer pour la librairie Le Fayère à Rennes.